Est-ce que vous m'entendez bien? Magnifique. Donc d'abord, je tiens à dire que je suis extrêmement ému, parce que le premier talk que j'ai fait de ma vie, c'était à Take Off Talk. C'était un talk qui s'appelle Le fantasme du jeu sans fin. Entre-temps, j'en ai fait quelques-uns, pour certains qui n'ont pas été appréciés. Mais donc, j'ai mûri maintenant, et je vais essayer d'être un petit peu moins inutilement acerbe. Donc, concrètement, construction d'applications web modernes, c'est un titre extrêmement présomptueux, parce que, en fait, moi je suis pas vraiment développeur front-end. Je suis plus développeur au camel. Alors j'ai essayé, alors petit disclaimer, j'ai découvert Keynote, donc j'ai mis plein d'effets ultra kitsch. Donc ça change un peu de mes slides en beamer, hein, mais je suis extrêmement fier. Alors, je m'appelle Xavier Van de Hoestein, et pas Van de Hoestein ou Van de Hoestein. J'ai un site internet sur lequel je ne blogue plus depuis octobre, et tous les jours, je culpabilise. J'adore la programmation, alors j'ai mis en gras les langages avec lesquels j'ai fait des projets signifiants, et j'ai mis en pas gras les projets avec lesquels j'ai tenté de faire des projets signifiants. Au début, je comptais mettre en vert les langages que je n'aimais pas, mais je ne l'ai pas fait. Avant de programmer, j'ai fait des choses horribles, comme du PHP, je rigole. Donc je travaille dans une boîte qui s'appelle Fulines. Fulines, on déboîte, on utilise une stack qui déchire. On fait du Helm pour le front-end et du Elixir pour le back-end, et puis après on fait plein de trucs super cool. On est plus orienté API first, puis je vais revenir un peu là-dessus après. Et là on fait aussi de la formation, puis on fait des bibliothèques open source qui sont cool. N'hésitez pas à l'utiliser si vous faites de l'Elixir. Alors je m'occupe aussi avec d'autres personnes du meetup INFP. C'est un meetup qui est sponsorisé par Take Off Talk, donc merci à eux. Grâce à vous, c'est open bar. Alors on m'a dit que je ne devais pas dire ça, parce qu'au final, voilà, c'était... L'important c'était les talks. Les talks sont super intéressants aussi, je pense que c'est le meilleur meet-up pour toute objectivité. Et vous êtes les bienvenus. Ça parle exclusivement de programmation fonctionnelle, même si parfois on s'ouvre à d'autres langages. Le prochain c'est le 25/5/2018. On va parler de taille, classe et de Scala, ce qui prouve quand même qu'on est ouvert à des langages un peu moins beaux que ce qu'on peut faire. J'ai aussi un collectif qui s'appelle Futur avec PH, comme dans Fantasme, où on utilise des langages super cool pour faire des logiciels super utiles. Actuellement, on est en train de faire un browser en OCaml, en Electron et en L. Les gens qui disent que faire un browser en Electron c'est stupide, bah, dites-le à Brendan Eich, le créateur de JavaScript, qui est en train de faire un browser qui s'appelle Brave. Alors, j'adore Mike Brandt, la bande dessinée et la bière, donc si jamais vous avez envie de me parler de Mike Brandt, de bande dessinée et de boire une bière, eh ben, je suis ouvert. Donc, je remercie Takeoff de m'inviter, c'est vraiment super chouette, et je remercie aussi Fulines pour les conversations super cool et inspirantes qu'on peut avoir et qui m'ont donné envie de faire du front-end. Alors, rapidement, les objectifs de la présentation, donc en fait, l'idée ça va être de présenter une forme de méthodologie, donc comment est-ce qu'un développeur qui ne fait pas de front-end réussit à s'y intéresser, et comment est-ce qu'il estime que, grâce à la recherche, il peut réussir à être en avance sur son temps. C'est bien sûr potentiellement faux. C'est un type de talk que j'ai pas du tout l'habitude de faire parce que j'ai l'habitude de faire des talks qui sont un peu fumeux et un peu techniques, dans lesquels je mets plein de mots compliqués, comme ça les gens ne suivent pas très bien, et comme je parle très vite, et ben après les gens ne peuvent pas me reprendre sur les fautes potentielles que j'ai faites. Et alors concrètement, pour moi le web c'est un domaine qui est super cool, c'est avec ça que j'ai commencé à programmer. C'est une collection de hacks super intéressants. Je veux dire, les gens qui ont fait des applications innovantes ont été brillantissimes, et c'est vraiment super cool d'en parler parce que des hacks naissent des normalisations naissent des langages naissent des frameworks, et donc moi je trouve ça super cool de parler du web. Alors juste, j'ai parlé d'applications web modernes, je vais pas parler de base de données parce que c'est super vaste et au final c'est quand même très loin du rendu visuel qu'on a de l'application, et je vais pas parler d'orchestration parce que j'y connais rien, et donc en fait je vais vraiment m'intéresser à l'application web pure. Ok, est-ce que vous avez des questions? Non? Magnifique. On peut commencer. Alors, rapidement, le sommaire. Donc, on va d'abord voir quelles sont les premières applications riches. On parle d'une petite frise chronologique non exhaustive. Et ensuite, on va voir une différence fondamentale entre les applications web natives, enfin les applications natives et les applications web. Parce que, en fait, les perspectives qu'ont offert le web ont amené beaucoup de personnes à construire des applications comme si c'était des applications natives. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis après, on va voir les caractéristiques de ce que moi j'estime être une application web moderne. Puis après, on va parler de quelques frameworks avant-gardistes parce que toute occasion est bonne pour faire la promotion du langage OCaml. Et ensuite, on va voir quelques mythes et quelques réalités. Ok? Alors, concrètement, je ne vais pas particulièrement parler des frameworks ultra cool, ultra mainstream que tout le monde utilise, comme React, Vue, ah non, j'ai dit cool, Ember, etc. Parce que concrètement, le but, c'est pas du tout de changer une stack technique ou quoi que ce soit, c'est juste de comprendre qu'au final, tous ces frameworks qui ont 5 ans de retard s'inspirent de choses qui ont 10 ans d'avance. Et le problème quand on a 10 ans d'avance, c'est qu'on a trop d'avance, et donc les gens ne s'en servent pas. Alors la différence entre OCaml et React, c'est que React est utilisable. Donc concrètement, mon but, c'est pas du tout de faire changer les stacks ou quoi que ce soit, parce que déjà vous ne m'écouterez pas. C'est juste
de montrer qu'on peut avoir une approche pour comprendre l'évolution des langages et des frameworks. En tout cas, c'est ce que je crois. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, eh ben, on pourra en discuter après, si je finis avant 23h30. Alors, le web de 1989 à 2018, il a beaucoup évolué. Si vous avez envie de voir comment il a réellement évolué, je vous invite à aller voir TechOff Conférence le 7 et le 8 juin, qui va parler, pour être au courant du futur, voilà. Yann a donné le code pour que ça coûte encore moins cher, alors que ça coûtait déjà pas très cher à la base. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Le line-up des boîtes, et félicitations à TechOff Talk et à TechOff Conf de réussir à maintenir un projet aussi sympa. Alors, on va commencer par une frise extrêmement grossière, qui est très limitée sur ce qu'est réellement le web. Et attention, là, je commence à mettre les petits effets, hein, qui note oblige. Ah, c'est cool en grand. Donc concrètement, on commence avec des pages statiques, hein, l'hypertexte. Et puis après, donc j'ai mis en bleu CSS et puis SVG bien plus tard. Et après, on a eu donc d'abord des applications, enfin CGI qui jouaient et qui permettaient d'avoir un semblant d'application dynamique. Et après, on a eu l'incroyable Perl. Je pense que dans la pièce, il y a certaines personnes qui aiment bien les expressions angulaires et tout ça. Ce n'est pas mon cas. Et puis après PHP, un langage qui est discutablement bien copié de Perl, etc. Et alors en même temps, on a eu une vibe qui est très similaire, c'est les applets et Flash. Et puis après, plus tard, on a eu l'ère des frameworks, Rise, Django, etc., Spring, .NET, et puis encore après, l'ère du JavaScript. Donc JavaScript est là depuis le début, mais entre-temps, il y a eu de la normalisation, et donc c'est très cool. Alors Flash, c'est un peu désuet, les applets, c'est encore plus désuet. Il existe tout de même encore un site internet qui sert d'un applet, c'est le site de l'Académie française, ce qui fait que quand on n'est pas sur Windows, ça devient très dur de faire preuve de mauvaise foi en servant une définition de l'Académie française, puisque l'application n'est plus affichable. Mais bon. Mais ceci dit, même si Flash, maintenant, peut paraître être une mauvaise idée, Flash, c'est la première intégration qui est riche dans un browser. Et ça, c'est super intéressant. Alors, concrètement, comment ça marche? Flash et les applets, attention, animation. Donc concrètement, on a une fenêtre d'un browser quelconque, et dans lequel on a une VM qui fait tourner une application. Alors là où c'est super cool, c'est qu'en fait on pète complètement l'aspect transactionnel du web, puisqu'on alloue un thread qui va être qui va s'occuper de faire une boucle pour exécuter les choses. Un thread discret. Mais alors ça casse un élément super important qui a fait le succès du web au moment où il a été négocié. C'est des gens qui connaissent Gopher. Je parle pas de Go, je parle du protocole. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps en cherchant une image de Gopher. Hein. Mais donc concrètement, c'est un protocole qui n'avait pas ce que le web avait, et c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est, nouvel effet waouh, c'est l'URL. Alors concrètement, l'URL, c'est la conjonction entre un protocole, l'adresse d'un serveur, et la manière d'accéder à une ressource. Et en fait, on délègue au serveur le fait de déléguer le rendu d'une page ou d'une ressource. Alors concrètement, Flash, ça pétait un peu ça. Et puis accessoirement, ça dégommait aussi un peu le SEO. Alors, je mets quand même un gros kudo à... Alors, je dis Deezer, mais je pense qu'il y en avait d'autres. Mais Deezer. Parce que les mecs, ils avaient le bouton précédent et suivant qui fonctionnait. Et alors, c'était trop cool, on était sur une page, on écoutait de la musique, pendant 30 secondes, parce que j'avais pas payé l'application. Et si jamais je voulais changer de page, eh ben, l'application continuait à jouer. Et ça, je trouvais ça complètement futuriste. Alors, quoi qu'il en soit, même s'il était possible de faire du hack avec Flash, ça reste une machine virtuelle qui est propriétaire, qui n'est pas universelle, et donc en fait, vers 2006, ça a commencé à devenir de moins en moins utilisé, sauf pour certaines boîtes qui faisaient du jeu vidéo. À partir de 2008, les gens se sont dit que c'était une très mauvaise idée, sauf Microsoft, qui a fait Silverlight, c'est la même chose que Flash, mais encore plus propriétaire, et je pense que personne n'a dû l'installer parce que c'était trop chiant. Et puis après, 10 ans plus tard, Google a fait Dart, une sorte de JavaScript un peu bizarre, et ils ont dit aux autres browsers, pas de panique les gars, vous avez qu'à installer une VM. Très mauvaise idée. Mais alors concrètement, le web a énormément évolué, et attention, nouvel effet waouh. Voilà. C'est trop la classe quand même. C'est l'effet en plume, j'adore. Donc c'est une liste non exhaustive de nouvelles ou plus si nouvelles features, hein, parce que l'Ajax, on connaît tous. Hein. L'Ajax est introduit par Internet Explorer 5. Alors Ajax, ça veut dire Async JavaScript and XML. XML, oui. Donc maintenant on parle plus d'Ajax hein, avec du JSON. Donc en fait, il faut reconnaître qu'Internet Explorer 5 a quand même apporté plein de choses super cool, notamment les media queries pour le print, etc. Mais concrètement, c'est lui qui a inventé l'Ajax avec un objet JavaScript qui s'appelait ActiveX HTTP Request, qui est devenu après XML HTTP Request dans les browsers Gecko. Mais alors, en fait, il y a plein de trucs. Hein. Ajax, CSS3, SVG, 1 milliard de frameworks.
WebGL, WebSocket, server-side event, etc. Et puis alors un autre truc qui est vachement cool, c'est le concept de transpilation-compilation qui a amené dans le front-end une notion d'analyse lexicale en amont. Ça a permis de faire plein de trucs super cool comme Babel, qui permettait de pallier l'évolution disparate des browsers en produisant un JavaScript qui était moins futuriste. Et puis ça a permis aussi un truc vachement chouette, ça a permis de mettre Java dans le browser, et ça s'appelle TypeScript. Donc tout ça, ça m'a donné envie de m'intéresser au front-end, parce que moi je venais vraiment plus d'un background de bien back, hein, PHP, tout ça. Et je me suis dit, c'est trop cool, on va pouvoir faire des applications qui ressemblent à des trucs natifs. Mais, alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure, je me suis auto-spoilé, mais il y a quand même un point qui diffère complètement entre une application native et une application web. Et donc là, c'est le browser qu'on écrit en OCaml, en Electron et en Helm. Donc en gros, concrètement, c'est une très très grosse différence. C'est ça. C'est la présence d'une barre d'adresse, d'un bouton précédent et suivant, et alors d'onglets, qu'on n'a pas encore implémenté, mais vous voyez l'image. Ok ? Alors maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'une application web moderne. C'est une application qui en tout cas tient compte de la présence d'une barre d'adresse et de ses boutons, et on va voir tout de suite les ingrédients. Hein. Donc l'idée d'une application web moderne, c'est qu'on rompt complètement l'accès transactionnel parce que c'est très très ennuyant d'avoir ce petit rechargement blanc. On a envie d'avoir des trucs qui sont réactifs et qui fonctionnent du feu de Dieu. Donc pour ça, ce qu'on veut, c'est du multi-device, accessible par tous et partout. On veut du temps réel souple, c'est du soft temps réel. Oh, j'ai encore fait une faute, excusez-moi. J'en ai sûrement fait plein. Parce que du hard temps réel dans le browser, c'est très compliqué. Et alors on veut tenir compte du contexte. Le contexte est super important, je le répète tout le temps, on est dans un browser, ce qui fait qu'en fait on a des points d'entrée, on a la possibilité de naviguer dans ces points d'entrée, et d'actualiser la page, etc. Et alors on veut qu'elle soit réactive parce que c'est cool quand l'application va vite. Et alors Belle, ça c'est pas mon travail, c'est celui de François Henry et d'autres designers magnifiques. Donc voilà. Et alors en plus de ça, ce qu'on voudrait aussi, hein, pour faire écho à la notion de point d'entrée, c'est la notion d'état bookmarkable et non bookmarkable. Alors chaque fois que je parle de ça, je me dis que c'est un très, très mauvais exemple, mais typiquement, on peut réussir à sauvegarder une page qu'on accède via une requête GET, pas une page auquel on accède via une requête POST. Alors, multi-device, c'est relativement simple. Attention, nouvel effet waouh. On a un browser, et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il marche partout. Ça a bougé? Ouais, magnifique. Et puis qu'on veut revenir sur des iPads ou des choses comme ça. C'est trop cool. Et ça, en fait, c'est super simple à faire. Hein. JavaScript le permet, le CSS aussi, via les media queries. Et donc là, c'est bon, on est cool, on a fait une application web moderne, on a mis des media queries. Alors, on veut qu'elle soit accessible pour tous, parce que c'est quand même pas très très inclusif de refuser aux aveugles d'aller sur une page informatique. Et donc pour ça, ben alors, il y a aussi plusieurs manières. Alors, je dis pour les personnes qui ont des problèmes, effectivement, enfin, c'est excellent pour le terme, mais je veux dire, il faut penser à l'accessibilité via plusieurs outils. Donc typiquement, il y a ARIA, mais il y a aussi un rôle qu'il ne faut jamais oublier, c'est le rôle de l'UX designer, par exemple pour les personnes plus âgées. Et là, alors, je vous invite à regarder la présentation de Arthur Rotrou, qui n'est malheureusement pas disponible sur YouTube, et qui explique extrêmement bien les altérations qu'on peut faire sur une interface graphique pour réussir à être accessible. Et en fait, c'est super important parce que quand on construit une application moderne, on veut communiquer au plus de monde possible, et c'est quand même vachement ballot de se refuser certaines choses alors qu'on a des outils pour le faire, ARIA et l'UX. Alors, on veut qu'elle soit en réel souple. Alors pour ça, on peut envoyer des événements côté serveur, avec les serveurs-side event et HTTP2, ou alors avec le WebSocket, ou alors pour les mecs un peu plus roots, on peut le faire avec Comet et Anyframe, qui est flashy, ou une animation flash. Alors, on veut le compte exécution et que ce soit accessible partout. Donc pour ça, il y a plein de méthodes. Il y a, donc une fois de plus, via les événements envoyés côté serveur, via les WebSockets, ou alors on peut aussi le faire via des web workers. Les web workers, c'est juste un script JavaScript auquel on va s'abonner et qui va s'exécuter dans un nom discret en parallèle de l'application courante. Donc ça, c'est cool. Ou alors, une manière un peu plus simplifiée, c'est l'utilisation de Broadcast Channel qui permet d'envoyer des messages sur plusieurs pages d'une même session. Et alors, aussi, à coup d'encre et de push state, hein, histoire de pouvoir sauvegarder un état. Alors pour qu'elle soit accessible partout, donc web workers, les services workers le permettent aussi, et alors si on est un peu plus courageux, on peut servir du cache manifest et de local storage. Ok. Alors la prochaine étape, on voudrait que l'application soit réactive, histoire qu'elle tourne vite et tout ça. Et donc pour ça, il y a plein de méthodes qui se fusionnent.
Donc la première, c'est de profiter un maximum des accélérations possibles. Alors, l'utilisation des SVG pour faire des éléments de UI un peu complexes. Et puis après là, il y en a deux donc, qui sont vachement cool. Alors j'ai mis en dessous l'utilisation de Dirty Note, c'est ce que fait Ember, c'est pas vraiment une super bonne méthode. Mais donc il y en a une qui est l'utilisation d'un DOM virtuel. Le DOM virtuel, il a été popularisé par React, mais inventé par Mercury. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on ne contrôle pas le flux de repeinture de la page web. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une structure de données qui va représenter le DOM. Et en fait, on va travailler uniquement sur cette structure de données. Et puis en fait, on va produire un diff qui va amener un patch et pouf, en un coup, on va faire toutes les modifications. C'est comme ça que fonctionne React, Vue aussi, et il me semble que c'est même le cas avec Angular maintenant, je sais pas du tout. Mais en tout cas, Vue et React, ça fonctionne comme ça. Ou alors l'utilisation d'un DOM incrémental, alors là c'est un petit peu plus perché. L'idée c'est de se dire qu'on va utiliser un formalisme qui existe depuis relativement longtemps, qui s'appelle le lambda calcul incrémental, et on va réussir à produire des itérations de DOM statiques. Alors typiquement, un DOM virtuel qui déboîte, c'est celui de Helm, un DOM incrémental qui déboîte, c'est celui de PureScript. PureScript a fait la décision de, dans certains cas, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas besoin de DOM virtuel, et donc en fait un DOM incrémental est plus adéquat. Alors implémenter un DOM incrémental c'est beaucoup plus dur qu'un DOM virtuel, puisqu'au final le DOM virtuel c'est juste de l'itération sur des arbres. Le DOM incrémental est un peu plus compliqué, mais il y a plein de bibliothèques qui le font, et la plus connue c'est incremental.js de Google. Et les Dirty Notes c'est juste le fait de flaguer des trucs et de les supprimer et de les réécrire. Ok. Et donc là, hop là, on a une application réactive qui fonctionne et qui fait tout ce qu'on voudrait qu'elle fasse. Donc accessible pour le plus de monde possible, réactive avec du temps réel, on est dans le futur. Ou dans le passé, pour certains d'entre vous. Alors en fait, à ce niveau-là, j'ai parlé presque que de front-end, alors un petit peu de back-end avec la partie server-side event et WebSocket. Et donc en fait, au niveau de représenter l'interaction entre le client et le serveur, il y a plusieurs manières. Alors la première, celle qu'on utilise chez Fulane, c'est API First. Et donc en fait, API First, l'idée c'est de se dire quoi? Qu'on va complètement séparer la partie back et front, et qu'en fait le front-end sera client d'une API back-end qui sera consommable par d'autres clients potentiellement riches. La partie tierless, elle consiste à dire qu'on va se servir d'une seule technologie. Alors, tierless c'est un peu fourbe parce que parfois on dit tierless, parfois on dit multi-tiers, et à cause d'Airbnb, parfois on dit isomorphisme. Mais donc en fait l'idée c'est de se dire qu'on va se servir d'un seul langage pour gérer la partie client, serveur et les parties partagées. Alors, les deux ont leurs avantages. Alors, l'API First, je pense que tous les développeurs sont familiers avec cette manière de faire. Elle permet en fait déjà d'agréger une zoologie de services externes, donc déjà ça c'est super cool, et puis aussi elle permet aux gens de se spécialiser. La partie tierless, elle est super cool quand on a décidé de faire une application un petit peu monolithique et dans laquelle on a besoin d'avoir une interaction entre client et serveur qui est extrêmement complexe. Et donc typiquement, une API ne va jamais manipuler le DOM, là où une application tierless pourra, le côté serveur va rendre une page, va envoyer un EHTML directement au client, et ce client va traiter avec ce nœud. Alors concrètement, cette communication passe grâce à des RPC, et ça implique des problématiques de typage assez compliquées. Alors, bon, globalement, lequel est le mieux? Je pense que ça dépend vraiment du projet. Et là, c'est dommage que Maxime Bradé ne soit pas là, c'était pour lui cette image. Beaucoup d'innovations. C'est trop cool. Alors, toutes ces innovations sont arrivées au compte-gouttes. Hein. Globalement, là, tous les gens qui font du web doivent se dire ouais, on connaissait tout. Désolé. Mais en fait, concrètement, toutes ces innovations en fait, sont beaucoup plus anciennes que ce qu'on pourrait imaginer. Le Virtual DOM a été entièrement popularisé par React en 2014, et puis au final, les gens se sont vraiment servis de React en 2015. Sauf que le Virtual DOM existe depuis 2004. Et même peut-être un peu avant, parce que l'inspiration principale du Virtual DOM, c'est la manière de représenter les textures dans Quick. Les applications tierless existent depuis extrêmement longtemps, et la manière de faire persister une session côté serveur et client en utilisant une continuation, ça existe depuis 2002. Et donc en fait, ce dont je me rends compte, c'est que s'intéresser à ce que fait la recherche, même si parfois ça implique de devoir tomber sur des sites internet qui sont linuxiens, c'est un peu compliqué parce que voilà, il y a plein de frameworks que je trouve trop cool, leur site est dégueulasse, quand les gens me disent c'est pas crédible du tout, le site est moche, et j'ai pas vraiment de contre-argument. Et donc là maintenant, la dernière partie de cette présentation, ça va être le survol de quelques quadriciels web qui ont apporté énormément d'innovations et que je pense que vous ne connaissez sûrement pas, sauf peut-être un ou deux. Le premier c'est en 1999 Hop.js, donc c'est un projet qui a été démarré à Sophia Antipolis. Donc c'est développé en Scheme, Scheme c'est un DL de Lisp hyper honnête, super cool. Le runtime est compatible avec toutes les bibliothèques standards de Scheme et de Node.js, parce que les mecs sont chauds. Ils ont ajouté la notion de add event listener sur un objet qui s'appelle server, et on parle de 1999. Enfin, moi je trouve ça hyper impressionnant. Ils se sont dit, en fait, nos fonctions, on aimerait bien qu'elles soient proches de nos vues, donc on va leur permettre de rendre des nœuds XML. Et donc en fait, en 1999, ils ont inventé JSX.
et c'est tierless. Alors, en 2002, il y a Seaside. Donc Seaside, c'est un framework Smalltalk et Faro, donc une implémentation un peu plus moderne de Smalltalk, qui est elle aussi tierless et qui a initié la notion de continuation. Donc l'idée d'une continuation, ça ne donne pas dépendre d'un handler de serveur classique où on fait du client-serveur, c'est juste qu'on va considérer qu'une requête, elle a un état courant et un futur. Les continuations, en fait, on est très très habitué à les manipuler depuis qu'on fait du JavaScript moderne, quand on utilise des promesses. Peut-être que certains d'entre vous utilisent think et await, qui est une erreur de design. Les promesses ont au moins le mérite d'être correctement pensées. Et ça a aussi initié la notion de composant, et puis là, tout à la fin de l'augmentation, je vais un peu troller là-dessus. En 2004, il y a Oxygen pour OCaml Seed Generator, boum, le meilleur framework du monde, hein, écrit en OCaml évidemment. Hein. Il est tierless, client-serveur partagé, on peut tout faire, il est réactif, donc il utilise Comet ou de la concurrence, ou maintenant des WebSockets. Il est extrêmement typé, donc le HTML qu'on produit est statiquement typé aussi, donc on ne peut pas faire des pages qui ne respectent pas les normes W3C, ce qui permet de mettre le petit logo en bas, W3C compliant, ce que plus personne ne fait depuis 2004, et voilà. Mais ça permet aussi de typer la requête HTTP et la requête SQL, et ça c'est super intéressant. Et ça permet d'intégrer en fait une notion d'unité de requête qui est un service, donc un service qui peut être service, co-service, etc. Et qui en fait correspond à l'implémentation concrète de ces étapes bookmarkables et non bookmarkables. Alors, en 2007, il y en a un qui lui est relativement connu. Alors, Oxygen, je pense qu'il y a pas de gens qui connaissent parce que j'en parle tout le temps, parce que je parle tout le temps de OCaml. Mais Lyft, qui est utilisé par Twitter, donc Lyft, c'est client Scala. Pourquoi on peut faire de vrais projets avec Scala. C'est tierless, alors uniquement en client-serveur, il n'y a pas de notion de partage. Alors, il est réactif via Comet, il a introduit plein de notions. Alors, certains diront qu'elles sont fluctueuses, mais comme il est arrivé en 2007, donc 3 ans en Proxil, pas tant que ça. Et comme c'est du Scala, il est presque bien typé. Et alors en 2009, là il y a un projet mais complètement barbare qui s'appelle Lynx. Lynx, il a été initié par Philippe Wadler, qui est le papa de Haskell. Il est écrit en OCaml. Donc lui, carrément, il est tierless, hein, client-serveur partagé, il est super réactif. Il est extrêmement bien typé comme Oxygen. Et alors, il a introduit un concept qui est l'essence des abstractions web. Et donc là, en fait, c'est une thèse qui est super intéressante à lire, qui présente tout ce qui nous semble extrêmement compliqué et qui propose une solution catégorique. Et donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser des structures algébriques qui sont connues dans la recherche pour solutionner des problématiques. Donc typiquement, valider des formulaires, c'est hyper ennuyant de valider des formulaires. Eh bien, Lynx offre une solution. Typer statiquement une requête SQL, il le fait avec une syntaxe qui est proche des compréhensions, il le fait aussi. Et alors il intègre les session types. Donc ça, dans le domaine des langages statiquement typés, les session types, ça permet de typer un protocole sur le long terme. Pour ceux qui viennent à l'IFP, qui est le meilleur meetup du monde, j'avais fait un talk sur Alpaca où j'avais dit que, concrètement, le typage de Erlang était extrêmement complexe parce que Erlang, un programme Erlang est censé durer dans le temps. Donc concrètement, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on recompile un module Erlang qui briserait son contrat de typage? Et là, les session types permettent de solutionner ce genre de problème. Et alors, certaines mauvaises langues diront que les session types, c'est comme le versement d'une API, c'est un peu plus fin que ça. Et alors, en 2014, il y a un langage trop cool qui est arrivé qui s'appelle UR. UR, son site, il est horrible. Mais alors, URWeb, c'est un langage qui est implémenté en SML pour standard ML, donc c'est un peu comme OCaml, mais en moins moderne. Il est tierless client-serveur. Il a des performances complètement pétées. Le speaker, Adam Shpala, le créateur, se vante souvent d'avoir le parseur SQL le plus rapide au monde. Je ne sais pas si c'est extrêmement utile, mais UR, c'est une bonne manière de découvrir une manière de faire du web. Et alors après, là, je vais parler de langage un peu plus mainstream. En 2015, on a Helm qui est arrivé. J'ai mis 2015, même si le langage a été écrit en 2011. Mais parce qu'en 2015, il a introduit la Helm architecture. Il est écrit en Haskell. Il s'occupe uniquement du front-end. Et en fait, il permet de faire de la programmation fonctionnelle réactive en abstrayant complètement tout ce qui est super compliqué, genre comme là, les flèches. Et utilise un truc qui s'appelle la Helm architecture et qui permet de programmer très facilement des applications très réactives. Et alors là, j'ai mis 3 points d'interrogation sur Script parce qu'en fait, ils n'ont pas de page Wikipédia, donc je ne sais pas quand ils s'en mettent. PureScript, c'est un langage plus un framework, donc c'est Haskell en Go, donc il n'est pas paresseux. Il fait aussi que du front, et alors lui, il gère la notion d'effet algébrique, donc tous les effets de bord qu'on peut avoir dans une application, au moyen de 2 monades, une qui s'appelle AF pour l'affichage, une qui s'appelle F pour le fait d'exécuter un effet, de le remonter dans un affichage. Alors, Phil Freeman, c'est un mec qui est trop cool, il fait des blog posts super chouettes et ça vaut le coup d'aller le voir parce que, en fait, lui, je pense qu'il s'adresse vraiment à la recherche sur comment est-ce que tout ce que vous faites depuis 30 ans peut servir l'industrie. Et il a fait notamment un papier qui s'appelle Common as a Space, où même si vous ne savez pas ce qu'est une Common comme moi, eh bien ça vaut quand même le coup de le lire parce que c'est très inspirant. Et alors PureScript, c'est super cool pour redécouvrir le front-end et pour aussi s'initier à la programmation fonctionnelle de manière un petit peu plus tenue par la main qu'avec Haskell. Donc concrètement, c'est une photo de Migrant, j'adore Migrant. Waouh, la recherche, c'est comme ça que je t'aime.
vraiment, on se rend compte qu'elle nous donne énormément de solutions pour des problématiques qui sont déjà arrivées ou qui vont arriver dans 2-3 ans. Et donc là, on arrive tout à la fin, à la slide 33 sur 34. Et donc ici, je dois polémiquer sur deux choses, le typage statique. Donc effectivement, les gens qui sont un peu attentifs se rendent compte que je n'ai parlé presque exclusivement de langage statiquement typé, sauf de hop. Ben oui, c'est parce que les langages statiquement typés représentent grosso modo le futur du JavaScript, et ça se voit dans l'implémentation de langages comme TypeScript, Flow, ou la tentative de Facebook de typer correctement PHP et Python. Et alors, les gens qui vont dire mais le typage statique ne fit pas du tout avec le développement d'applications web, qui est un monde de protocoles hétérogènes où on ne manipule que des chaînes de caractères, eh bien, je ne pense pas. Sur le Slack et les on avait une conversation relativement intéressante sur le fait qu'en fait, c'était plus facile de faire JSON.parse d'une chaîne de caractères plutôt que de devoir encoder un décodeur à la main, etc. Mais en fait, quand on vit uniquement dans une console, c'est vrai, effectivement, taper JSON.parse de quelque chose, c'est plus facile pour le lire, sauf qu'à partir du moment où on a juste envie de lire dans un terminal, on n'a pas besoin de le parser, parce qu'une chaîne de caractères, c'est très lisible aussi. Mais dès qu'on doit s'en servir, on est obligé de mettre des assertions runtime qui vont vérifier que tout ce qu'on a décodé est correctement décodé. Et donc en fait, le typage statique permet juste de dire en amont plutôt qu'en aval qu'on a un problème. L'autre point, c'est sur les composants. Beaucoup de gens me disent souvent qu'elle n'est pas adaptée pour les composants, blablabla. Donc concrètement, les composants étaient entièrement biaisés par le colonialisme de la programmation orientée-objet, qui est considéré que tout fragment de page devait avoir sa propre fonction d'update, mais dans un langage fonctionnel pur, ça devient extrêmement compliqué d'avoir cette notion de mutation. Et donc en fait, les composants ne sont qu'un objet philosophique, et on en fait ce qu'on veut. À partir du moment où on décide qu'on peut réussir à appliquer un contexte à une fonction d'update, eh bien peu importe que la fonction se trouve dans la structure qu'on a envie d'updater ou à l'extérieur, c'est comme considérer que aboyer entre parenthèses chien, c'est vraiment différent de chien.aboyer, ça n'a aucun sens, et donc le typage statique est tout à fait compatible avec les composants, c'est juste une question d'idéologie. Et c'est la fin. Merci. Si vous avez des questions. Ou des remarques. Wow. Il n'est pas 23h30. Alors, aïe. Y a-t-il des questions? Beaucoup plein là, c'est terrible. Merci beaucoup. Merci Xavier pour ce talk, très beau talk. Merci, je suis flatté. J'avais une question, enfin plutôt un point que je voulais relever, parce qu'à un moment tu as dit que tu avais parlé quasiment que de langage statiquement typé, or tu as parlé d'OCaml, et j'ai fait du OCaml, et étant donné qu'on peut écrire du OCaml sans préciser le type, ça veut dire qu'on est en typage dynamique, non? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je réponde à cette provocation? Je sais pas, d'habitude tu tombes dans le piège. Non, par contre j'avais juste une question, parce que je comprends pas bien ce que tu veux dire par tierless. Alors, l'idée d'une application tierless, c'est une application sans tiers. Donc en fait, concrètement, quand on fait une application web classique, on va considérer qu'on a un langage qui est destiné au front-end, un langage qui est destiné au back-end. Et donc avec Node.js, on a réussi à un peu avoir presque le même langage, mais avec des écosystèmes différents. Puis après, on a un langage pour la base de données, etc. Et donc l'idée d'un langage tierless, l'exemple le plus connu, c'est Meteor, je pense. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on va avoir un seul langage qui va, dans des fragments de page, exécuter, enfin, ou en gros, produire du code qui va permettre de résoudre des problématiques serveur, client ou base de données. J'ai un peu l'impression que tu confonds séparation technologique et séparation architecturale. Pour moi, le tierless, ça veut dire que les tiers, c'est une séparation architecturale. En mode, ça veut dire que sur un monolithe, c'est-à-dire que dans un seul process, tu peux avoir des parties qui sont bien déterminées et dédiées à différentes fonctionnalités, alors que le tierless, pour moi, ce serait le PHP des années 90. Quoi. Alors, merci Damien Cabellas. Pardon, Yann. Alors, en fait, concrètement, en fait, non, tu as tout à fait le droit de te tromper, ça arrive à tout le monde. En fait, le terme tierless ne vient pas de moi, le terme multitier ne vient pas de moi. Alors, par contre, le terme isomorphique vient d'Airbnb et lui il est faux, ça n'a absolument aucun sens. Donc en fait, concrètement, en quoi est-ce que le PHP qu'on a fait dans les années, t'as dit les années combien 90. 98, hein, pour la version de PHP 3 c'était en 90. Donc fin 90, d'accord. Effectivement, alors on passait une chaîne de caractères pour faire de requêtes SQL, et puis on renvoyait des chaînes de caractères pour faire du JavaScript. Alors, moi j'appelle pas ça de l'application tierless, j'appelle ça de l'application SF. Là, l'idée, en fait, c'est de considérer qu'on va avoir la sémantique des langages qui va être injectée dans les parties qu'on a décidé de représenter. Donc, typiquement, si on décide d'implémenter toute la partie base de données
avec, par exemple, Oxygène, on va l'implémenter dans un contexte qui est statiquement typé et pas celui d'une chaîne de caractères. De même que si on va implémenter la partie front-end, elle sera statiquement typée aussi. Et en fait, tout l'enjeu de la recherche là-dessus, c'est de réussir à injecter correctement des environnements. C'est un problème qui est très très complexe. Alors, j'aurais pu parler de framework plus mainstream, comme Meteor ou Steep de JS, hein, mais en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'idée, c'est pas d'avoir un bloc monolithique, c'est d'avoir des fragments de code qui ont un objectif. Est-ce que ça répond à ta question? Non, mais très bien. On en parlera après. Je propose d'en discuter après. En parlant aussi de Migrant. Est-ce qu'il y a une vraie question? Magnifique. Aïe, voilà, j'ai tout le monde là. Non, mais merci pour ce talk, c'était très intéressant. Je t'en prie. Et mais tu t'es arrêté à un endroit et j'aimerais un peu connaître ton opinion sur WebAssembly. Selon toi, puisque tu as quand même parlé d'Action Flash, selon toi, qu'est-ce que va changer WebAssembly par rapport à Flash et surtout qu'est-ce que ça va changer pour JavaScript? Est-ce que ça va cohabiter? Est-ce que ça va le remplacer en partie? Est-ce qu'on va commencer à écrire des applications que avec la LLVM? Ou est-ce que ce sera complètement transparent pour le développeur JavaScript qui va utiliser des packages WebAssembly sans le savoir? Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai pas du tout parlé de WebAssembly. Alors déjà, est-ce que le assembly de WebAssembly fait référence à assembleur? Tu veux dire oui, non? Non. Si, dans un sens, c'est une target. Et le web, pour moi c'est assembleur dans le sens où c'est comme si tu avais un processeur potentiel qui était capable d'interpréter un jeu d'instructions complètement imaginaire et arbitraire. Et oui, c'est une forme d'assembleur. Et pour moi, un assembleur qui est un garbage collector, ça n'a pas de sens. Maintenant, je vais répondre de manière constructive à tes questions. Alors, concrètement, tant qu'on ne pourra pas manipuler le DOM avec WebAssembly, ce qui est le cas pour le moment, je ne suis pas intimement convaincu que, dès que ce sera le cas, WebAssembly va sans aucun doute devenir un standard. Il y a des malades mentaux qui vont faire du C++ côté client, d'accord. Il y a peut-être des gens qui vont faire des trucs cool avec, mais concrètement, le langage qui est gagné, c'est TypeScript. Hein. Et je dis pas ça pour être méprisant ou quoi que ce soit, mais c'est concrètement, l'expressivité de JavaScript suffit aux développeurs, et le typage statique plaît à de plus en plus de développeurs, parce que JavaScript est un langage qui est relativement aléatoire. Et donc, concrètement, est-ce que les gens vont se rendre compte que c'est du WebAssembly ou pas? Je sais pas, je pense que le but c'est que les applications soient plus performantes, donc ça ne peut être qu'un mieux. Après, est-ce qu'on aura une foule hétérogène de programmes sur les browsers? Je pense pas. Après, peut-être que si, peut-être que je me trompe, et tant mieux, entre guillemets. Mais oui, enfin, WebAssembly, c'est ça fait un peu ce que le JavaScript était déjà. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont servis de JavaScript comme de l'assembleur du web. Ça commence depuis 2009 avec CoffeeScript, en 2004 avec JSON.caml, mais bon voilà, je retrouve en avance. Puis après, il y a eu TypeScript, il y a eu Flow, qui fait, enfin même React, hein, sous le fait d'avoir du JSX, c'est le fait de, au final, transpiler vers quelque chose. Donc, est-ce que WebAssembly, quoi qu'il arrive, ça va permettre d'avoir un web plus performant, donc tant mieux. Mais est-ce que ça va changer vraiment les mœurs des programmeurs? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que je réponds à des questions? Oui, parfaitement. Merci beaucoup. C'est une question très intéressante. D'autres questions? Ou des remarques, hein? Pourquoi t'as pas parlé de VRML? Hein? Pourquoi je n'ai pas parlé de VRML? Bah, j'ai déjà parlé de Flash, voilà, on va arrêter la nécrophilie. Hein. Non, mais voilà. Non, mais parce qu'en fait, c'était très très bien de survoler un peu toute l'histoire des clients riches. Alors, VRML, Skull, il y a plein d'outils qui sont magnifiques. Parce que Skull, ça te déboîtait, vraiment. Et VRML, c'était super intéressant aussi. Après, là, l'objectif, c'était de montrer comment on arrivait à des clients riches. Et j'avais surtout envie de dire que Flash avait quand même amené quelque chose. Et alors, je vais faire une comparaison qui n'est pas très très fair-play. Je vais comparer le jeu Lille avec le jeu Dofus. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le jeu Lille, L-E-E-L-H? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent, en tout cas de nom, le jeu Dofus? Voilà. C'est quand même la preuve que Flash était peut-être plus viable comme machine d'exécution, parce qu'elle était moins ambitieuse aussi. Hein. Mais oui, j'aurais pu parler de VRML, j'aurais pu parler de plein de choses, hein. J'aurais pu parler de Perl pendant des heures, j'aurais pu faire un truc entièrement sans HTML parce que c'est tellement beau. J'aurais pu aussi plus parler des appels. J'ai pas parlé de VRML en fait parce que je pense que c'était pas extrêmement pertinent parce que VRML n'a pas permis de faire des applications riches, il a permis de faire des applications pauvres. Xavier, oui. Je te remercie. Merci à toi. Donc on peut aller
aller boire des bières, parler de Mike Brandt et de bande dessinée. Exactement, je vous invite à continuer la soirée de l'autre côté, du côté du bistrot, jusqu'à 23h30. Cool.